Alors, bonjour à tous. On a une dizaine de personnes qui sont connectées. Donc, bienvenue à ce 16e webinaire du réseau alsacien de soins palliatifs. Et nous allons parler aujourd'hui de la collaboration entre équipe mobile de soins palliatifs et hospitalisation à domicile. Et donc, on est ravis d'accueillir le docteur Olivier Gier, qui est médecin à l'équipe mobile de soins palliatifs de Colmar, et le docteur Laurent Petit, qui est médecin à l'HAD de Mulhouse. Bienvenue et merci pour votre intervention. Merci. Merci. Merci à tous d'être présents. Alors, c'est un sujet qui est pas simple, la collaboration entre les équipes mobiles et les HAD, parce que chaque équipe mobile a son mode de fonctionnement et chaque HAD a aussi son mode de fonctionnement. Donc, Laurent Petit, qui est médecin de l'HAD de Mulhouse, que je laisserai se présenter, vous donnera des orientations sur les missions de l'HAD. Ensuite, je vous parlerai des missions des équipes mobiles de soins palliatifs à domicile. Et puis ensuite, on verra les difficultés que chacune des deux structures et des structures du domicile peuvent rencontrer dans cette collaboration. Entendu que l'objectif de la collaboration, c'est quand même que les patients puissent rester à domicile, quelle que soit leur situation, dans une situation de confort et de sécurité qui soit la meilleure possible. Voilà, Marie m'a présenté, donc moi je suis médecin à l'équipe mobile de soins palliatifs de Colmar. Laurent, je te laisse te présenter. Oui, donc moi je suis praticien de l'HAD, maintenant on dit plus médecin coordonnateur depuis quelques temps, donc praticien en hospitalisation à domicile depuis un peu plus de 15 ans. J'ai une formation de médecin généraliste et depuis quelques années je suis à mi-temps et je partage mon mi-temps avec un poste de médecin à l'unité de soins palliatifs de l'hôpital de Mulhouse. Alors, les définitions et missions de l'HAD, l'hospitalisation à domicile est une hospitalisation à part entière. Elle permet d'assurer donc au domicile de malades des soins médicaux, paramédicaux continus et coordonnés. Mais pour cela, il faut associer différents professionnels, en particulier le médecin hospitalier qui est soit prescripteur, soit à l'initiative aussi des soins hospitaliers. Bien évidemment, le médecin traitant et tous les professionnels paramédicaux et sociaux. Une prise en charge en hospitalisation à domicile peut être faite par le médecin traitant, par le médecin hospitalier, mais toute autre personne, les familles, il faut principalement qu'il y ait un accord du médecin traitant, on le verra plus tard. L'hospitalisation à domicile concerne les malades de tous âges, les enfants, les adolescents, les adultes, qui doivent être atteints de pathologies aiguës ou chroniques, souvent multiples, évolutive et ou instable, ce qui rend la situation et les prises en charge relativement complexes et d'une technicité spécifique qui nous oblige à formaliser un protocole de soins et qui, en l'absence de prise en charge en structure d'hospitalisation à domicile, nécessiterait dans la majorité des cas que les patients soient hospitalisés ou dans un établissement, en tout cas support. Alors, on peut voir bien évidemment des patients qui ont des soins relativement légers, mais c'est le fait de prise en charge spécifique. Je vais prendre l'exemple des thérapies par pression négative qui, pour le moment, nécessitent d'être en hospitalisation à domicile, mais pas nécessairement d'être hospitalisés. C'est le dispositif qui nécessite. Diapo suivante. L'HAD permet de réaliser à domicile des soins suivants. Alors, il y a en gros 3 grandes catégories. Des soins curatifs, notamment en cas de maladie non stabilisée, principalement les patients qui sortent de médecine ou de chirurgie suite à des pathologies aiguës, par exemple les traitements des septicémies, les pathologies délabrantes, des plaies, les post-chirurgies, des chirurgies abdominales, éventuellement la traumatologie qui nécessite donc des soins et la suite de soins continus et en tout cas orientés en vue d'une guérison. Il y a ensuite les soins de réadaptation au domicile, notamment en cours de retour anticipé après accouchement. Ça, c'est l'HAD obstétrical. En cas de maladie cardiaque, des maladies avec comorbidité, des traitements orthopédiques et des maladies neurologiques. Et enfin, on a la grande partie des soins palliatifs qui nous concernent actuellement et qui rentrent dans un cadre bien spécifique de l'hospitalisation à domicile et qui nécessitent donc d'avoir une structuration dont on va parler. Les structures d'hospitalisation sont des établissements de santé. J'ai fait un point bien particulier pour préciser qu'on était bien à l'hôpital quand on était en hospitalisation à domicile.
avec donc au niveau du Code de santé publique toutes les mêmes exigences et les obligations d'un établissement hospitalier privé ou public. Il y a différentes formes dans les HAD. Il y a des HAD intra-hospitalières, extra-hospitalières, des HAD associatives à but non lucratif, des HAD privés à but non lucratif. Il y a aussi des HAD qui peuvent être adossés à des établissements. Enfin, on a toutes formes distinctes, mais par contre, elles sont régies sous le même code et en tout cas sur un même guide méthodologique. Pour cela, elles ont le devoir d'assurer la continuité des soins 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par une astreinte infirmière qui est subordonnée à une astreinte médicale téléphonique. Elles sont également certifiées par la Haute Autorité de Santé qui garantit aux malades une offre de soins de qualité. Et ça, c'est depuis, je crois, 2006 qu'il y a cette initiative. Elle se renforce de plus en plus et c'est un dispositif qui est relativement lourd pour les HAD qui sont des petits établissements, mais qui, dans le cadre de la certification, ont les mêmes exigences qu'un grand établissement. Elles sont enfin tenues de mettre en place des mesures de lutte contre les infections nosocomiales. Alors, le cœur de métier de l'HAD, c'est la coordination, vous l'avez tous compris. L'hospitalisation à domicile est le point de rencontre entre la médecine hospitalière et dite ambulatoire. C'est une structure qui est mixte. Tout à la fois, elle utilise des compétences internes de ses propres équipes qui peuvent être très, très variables. Toutes les HAD ne se ressemblent pas. Par contre, elles ont un socle identique, mais elles sont structurées un peu différemment. La coordination des interventions associées à des professionnels extérieurs, donc tous les paramédicaux, et principalement la prise en charge en hospitalisation à domicile est subordonnée à une prescription médicale par un médecin libéral ou hospitalier, comme je vous le disais tout à l'heure, un accord du patient et de son entourage, et enfin l'accord et la participation du médecin traitant. Il faut pour cela que le médecin traitant soit d'accord sur la prise en charge et, dans la mesure du possible, d'accord pour effectuer les visites à domicile. L'intervention d'une HAD n'a pas la même spécificité de prise en charge en soins palliatifs que l'équipe mobile de soins palliatifs, vous l'aurez bien compris, mais elle intervient de façon générale pour les patients nécessitant une technicité médicale et paramédicale importante. On verra un peu plus tard comment le lien peut se faire entre les équipes mobiles et les HAD. La prise en charge palliative concerne le patient et bien évidemment son entourage. Le patient est atteint d'une maladie grave en phase avancée ou terminale, mettant en jeu à plus ou moins court terme son pronostic vital, c'est la définition propre des soins palliatifs. Les soins prodigués visent à soulager la douleur physique, les symptômes d'inconfort. On retrouve un petit peu toute la sphère palliative, apaiser la souffrance psychique par la mise en place et la présence de psychologues qui sont propres à les hospitalisations à domicile. Et le cas échéant, si on verra un peu plus tard aussi, l'équipe mobile a déjà initié une prise en charge, on ne va pas se subordonner au psychologue qui a déjà initié un travail avec l'équipe mobile et le patient ou l'entourage. Il vise à sauvegarder aussi la dignité de la personne malade et à soutenir l'entourage. Et enfin, permettre le maintien du patient dans son cadre habituel en lui évitant l'hospitalisation dans un établissement de santé. C'est ce qui est en charge en particulier pour les HAD d'un accompagnement de fin de vie. Enfin, le projet de soins individualisés, multidimensionnel et bien évidemment interdisciplinaire, non seulement en raison des soins, mais aussi de la composante psychosociale. Donc, dans les hospitalisations à domicile, on a des psychologues, des assistants sociaux, des ergothérapeutes, diététiciens ou tout autre professionnel paramédical qui pourrait en tout cas apporter une plus-value à la prise en charge. Il y a un temps de concertation pluridisciplinaire nécessaire, voire des besoins de soutien des soignants à domicile ou des équipes mobiles, en particulier formation, adaptation des modalités de prise en charge propres aux patients, de soutien psychologique. Donc, tout cela vise en tout cas à apporter une pluridisciplinarité de prise en charge. Cette pluridisciplinarité, elle est construite sous forme d'un projet thérapeutique qui est initié avant la prise en charge, juste à l'admission, qui est validé par le médecin traitant et qui se nourrit de la prise en charge, en tout cas de l'évolution de la prise en charge en fonction des soins et donc qui est modulable tout au long du séjour. Le caractère pluridisciplinaire de la prise en charge implique du personnel médical et soignant, mais aussi un ou plusieurs intervenants, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est structuré soit en interne dans les hospitalisations à domicile, soit par l'intervention de professionnels extérieurs.
Les soins palliatifs en HAD comprennent au moins 2 soins parmi les suivants. Je vous ai mis cette diapo pour bien vous préciser que, à la différence de la définition propre des soins palliatifs, nous, il nous faut des items bien spécifiques pour justifier de la prise en charge en hospitalisation à domicile. Donc, vous voyez toute une liste d'éléments qui nous permettent en tout cas d'apporter une valorisation et une justification de la prise en charge en HAD. Vous avez bien évidemment de la prise en charge de la douleur. Alors, c'est son évaluation systématique répétée avec des outils validés. Mais pour une hospitalisation à domicile, pour qu'on distingue cet élément bien spécifique, il faut aussi qu'on ait une structuration, en tout cas technique, et en particulier la prise en charge avec PCA, prise en charge avec pompe à morphine, ou d'autres dispositifs associés, qui peut être le Méopa ou les TENS ou des choses comme ça. Les soins de nursing, bien évidemment, plus les soins sont lourds, plus on entre dans un cadre palliatif en HAD. Ensuite, les traitements divers des symptômes d'inconfort, en particulier, tous les symptômes, en particulier la toux, la dyspnée, le prurite, enfin, je ne vais pas vous faire la litanie, mais bien évidemment, c'est l'élément instable qui fait que l'HAD a tout son rôle, c'est-à-dire qu'il faut ajuster systématiquement et fréquemment les traitements. Un accompagnement du patient auquel peuvent participer tous les intervenants, en particulier les bénévoles aussi. Alors ça, c'est un dispositif qu'on aimerait mettre en place, qui n'est pas souvent facile à mettre en place, mais pour l'heure, on a souvent, en tout cas, des associations de bénévoles qui interviennent dans les CDU, les commissions des usagers, et une prise en charge, bien évidemment, sociale, dans le cadre d'intervention d'assistance sociale, et puis l'intervention du psychologue, l'intervention auprès du patient et des proches. Tous ces éléments agrégés permettent en tout cas de valoriser et de justifier l'HAD. Ok, merci Laurent. Alors, concernant les équipes mobiles de soins palliatifs à domicile, je vous rappelle que les équipes mobiles de soins palliatifs ont pour mission de soutenir les équipes qui prennent en charge les patients, que ce soit en hospitalier, dans les établissements médico-sociaux et au domicile des patients, quel que soit le lieu de vie. Le travail des équipes mobiles, c'est de soutenir les soignants et les équipes. Donc, jusqu'à maintenant, les équipes mobiles de soins palliatifs ne prodiguent pas de soins directement auprès des patients, ce qui peut être un peu confusogène à la fois pour les patients, mais aussi pour les soignants du domicile parfois, parce qu'il y a une répétition comme ça de strates d'intervenants, et il faut bien que chacun ait compris qui fait quoi. Donc, les équipes mobiles de soins palliatifs à domicile, elles aident les soignants. Elles aident les soignants, elles aident bien sûr le patient et son entourage, de façon directe, le soutien au patient et l'entourage aussi, avec aussi un regard d'expert sur l'évaluation des symptômes, les propositions thérapeutiques, l'aide à l'orientation s'il y a besoin, avec le soutien logistique et de coordination d'une HAD si nécessaire, le but étant quand même que les gens se sentent le mieux possible à domicile, quelle que soit leur situation. On a aussi une mission de sensibilisation aux soins palliatifs, diffusion de la culture palliative, c'est comme ça que ça a été pensé, puis une mission d'enseignement, c'est pour ça que je suis face à vous aujourd'hui. La mission de recherche, en plus, à domicile, c'est quand même extrêmement compliqué. C'est déjà compliqué en intra-hospitalier, mais alors à domicile, ça paraît extrêmement complexe, à moins que ça se fasse via l'HAD. C'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, Laurent, mais peut-être c'est une idée à développer, pourquoi pas. Voilà, donc soutien aux soignants, aide, écoute, conseil, reprise de situation si c'est nécessaire une fois que les situations sont terminées, aide à la prise en charge globale du patient de son entourage et sensibilisation aux soins palliatifs de façon générale. Alors, la coopération entre les HAD et les équipes mobiles de soins palliatifs, il faut concevoir que l'HAD a pour vocation de faire partie du maillage de soins dans les soins palliatifs, en particulier par son activité qui est relativement importante. Je pense qu'on peut parler pour à peu près toutes les HAD d'une proportion de plus de 50% de prise en charge de patients dans le cadre des soins palliatifs.
pas forcément dans le cadre du mode de prise en charge soins palliatifs, mais on peut avoir des patients qui sont en soins palliatifs et pour lesquels on va les prendre en charge en HAD. Donc, il est nécessaire pour cela d'avoir une coopération vraiment efficace et structurée. Alors, on verra un petit peu dans des éléments, les difficultés qu'on peut avoir, ou en tout cas les facilités qu'on peut avoir, que c'est pas si simple que ça, parce que c'est quelque chose qui n'est pas spécialement construit d'emblée et qui nécessite d'être construit, en tout cas qui nécessite un travail. Alors, cette interaction, elle peut se faire à tout moment, en amont, en aval ou en cours de prise en charge. C'est ce qu'il faut comprendre. Il n'y a pas de dogme. Donc, on peut voir des situations où l'HAD prend en charge un patient suivi en équipe mobile de soins palliatifs, mais l'inverse est tout aussi possible. Ensuite, l'HAD peut demander un relais de prise en charge au sortir du séjour. C'est assez fréquent. Le plus souvent, les patients sont quand même suivis ou connus d'équipe mobile, donc c'est quelque chose qui se fait de façon intuitive. Mais on peut avoir, pour faciliter une sortie d'hospitalisation à domicile, le besoin de recours à l'équipe mobile qui permet justement de stabiliser et de rassurer les patients, d'autant que dans certaines situations où les patients en soins palliatifs sont stabilisés, ils ont un petit peu cette idée que l'HAD les protège, les rassure, il y a l'astreinte, enfin bon, il y a pas mal d'éléments. Et pour nous, c'est un argument supplémentaire et c'est une aide vraiment très, très importante de savoir que l'équipe mobile peut prendre le relais. Et d'autre part, que l'équipe mobile peut aussi remettre en place une hospitalisation à domicile si les choses venaient à s'aggraver. Donc, c'est la notion d'éviter les perdus de vue. Un suivi par l'équipe. Attends, j'ai encore deux trucs. Un suivi par l'équipe mobile peut s'interrompre en cours de prise en charge de l'HAD. Je vous donne l'exemple dans le cadre d'une aggravation importante d'une fin de vie. Si l'équipe mobile et qu'on est très investi et que l'équipe mobile n'a pas de sollicitation particulière, on peut voir s'interrompre la prise en charge ou à contrario parce que les choses vont très très vite et que particulièrement, l'équipe mobile n'a pas la possibilité d'intervenir tous les jours, bien évidemment. Et ensuite, ça c'était aussi c'était un peu répété là, je crois. Hein. En cours de prise en charge, l'HAD peut faire appel à l'équipe mobile et inversement. Ça, c'est bien évidemment le cas. Ouais. La difficulté, c'est qu'il va falloir que le patient et l'entourage, ils aient bien identifié chaque structure et chaque professionnel. Sinon, ils ne comprennent pas forcément qu'il y ait des professionnels qui interviennent plus, d'autres qui se remettent en place, d'autres qui partent de la situation. C'est pas facile à comprendre pour eux, puisque eux, ils sont dans leur situation qui continue. Et nous, on fait notre petite cuisine interne avec chacun qui essaye de respecter ses missions. Donc, c'est nécessaire à chaque fois de bien préciser, de faire préciser à la fois aux professionnels du domicile, mais aussi aux patients et à leur entourage, pourquoi on intervient, pourquoi on n'intervient plus, est-ce qu'on pourra intervenir plus tard, etc. etc. Ça, tout à fait, Olivier. C'est vrai que ça, on va le voir dans les bénéfices, les difficultés, en tout cas les écueils qu'on peut rencontrer. Il faut savoir, par exemple, sur le secteur de Mulhouse, on a 2 équipes mobiles de soins palliatifs, fort heureusement une HAD. Ensuite, pour autant, on peut aussi avoir l'intervention de l'équipe mobile de soins palliatifs de Colmar, avec qui on a collaboré. Et donc, on a 3 équipes mobiles avec lesquelles on partage en tout cas des échanges et des partenariats. Donc, du coup, c'est pas que c'est difficile, il faut juste qu'on puisse s'adapter et puis, en tout cas, bien comprendre comment chacun travaille. Donc, les bénéfices de cette coopération, ce sont des moyens importants pour la mise en place de la démarche palliative. Il faut savoir que Olivier vous a bien expliqué les rôles de l'équipe mobile de soins palliatifs qui sont vraiment très, très importants et qui restent contraints dans certaines situations, en particulier sur le mode d'action, en tout cas, et de prise en charge active dans les soins. Donc, du coup, l'HAD, elle vient un petit peu en suppléance et en tout cas en aide dans certaines situations. Il y a la possibilité accrue de comprendre et d'anticiper les complications somatiques et socio-psychologiques. Alors, ça veut dire quoi cette phrase? Ça veut dire en clair que quelquefois, on verra un petit peu dans les explications,
lorsqu'on a une prise en charge, que ce soit en équipe mobile ou que ce soit en HAD, on peut être dans des situations où on se sent un petit peu limité par l'analyse, limité du fait soit géographique, soit dans nos possibilités d'interagir avec les patients et l'entourage, et de demander à une équipe annexe d'avoir ce regard un peu extérieur et justement de survoler un petit peu mieux la prise en charge et d'en extraire une analyse et en tout cas des éléments constructifs. Donc, cette coopération, elle a pour objectif d'optimiser la prise en charge somatique, mais aussi socio-psychologique, d'accorder un rôle de soutien, d'éclairage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, quand on est, nous, en particulier en HAD, dans des situations très complexes, avec des familles, un entourage difficile, un patient qui apporte peu d'éléments en termes de somatique, nous, en tant que praticiens d'hospitalisation à domicile, on est quelquefois en difficulté parce qu'on ne peut pas toujours se déplacer à domicile, on n'est pas suffisamment nombreux. Et pour peu que le médecin traitant ne se déplace jamais, c'est clair que l'équipe mobile peut avoir en tout cas ce rôle d'éclairage, ce rôle de soutien et d'analyse clinique vraiment primordial. Ça permet aussi d'accompagner les protagonistes, patients, aidants, soignants. Il faut savoir que cette collaboration, elle se fait en particulier, je prends l'exemple pour le psychologue. On peut très bien imaginer que le psychologue de l'HAD prenne en charge le patient parce qu'il n'y avait pas d'équipe mobile avant et qu'on demande à l'équipe mobile de venir soutenir ou en tout cas accompagner sur le plan psychologique l'entourage. De suppléer les équipes dans les situations complexes, donc venir auprès des soignants, en particulier. Les équipes mobiles sont là aussi pour aider les soignants et nous, venir nous aider aussi en interne. On a la possibilité, et nous le faisons en tout cas, d'avoir l'équipe mobile qui vient dans les locaux de l'hospitalisation à domicile pour parler un petit peu de nos prises en charge et ça nous permet aussi, nous, en tant que soignants, de pouvoir aborder nos difficultés. Et enfin, participer, orienter les décisions médicales et paramédicales. Ça, c'est aussi j'allais dire un luxe, mais en tout cas un bénéfice qu'on peut avoir dans certaines décisions, orientations, en particulier dans les fins de vie, l'analyse des directives anticipées ou des orientations de prise en charge, hospitalisation ou pas, ou décisions de mise en place de certains médicaments, en particulier de sédation. Les difficultés, c'est encore moins. Donc, difficultés éventuelles pour les deux structures. On avait identifié, Olivier et moi, les difficultés d'adaptabilité aux contraintes de chaque structure, les contraintes humaines, matérielles, etc. Il est clair qu'on n'est pas du tout dimensionné pareil. On fonctionne absolument pareil, pas pareil en termes même de calendrier ou en tout cas de réponse. C'est pas qu'il y ait une inertie d'un côté comme de l'autre. Nous, on est dans des choses complexes, on est dans l'aigu, on est dans du médico-chirurgical, de l'obstétrical. Donc, il faut répondre à des demandes souvent de l'hôpital pour hier, donc c'est un peu compliqué. Et cette temporalité, cette réactivité, on la ressent quelquefois, mais pour autant, les équipes mobiles peuvent très bien réagir très rapidement quand les demandes le nécessitent. Mais c'est vrai que cette temporalité, elle est importante parce que nous, on va des fois un peu trop vite. Et cette temporalité, en tout cas ce temps qui est pris par l'équipe mobile de soins palliatifs pour justement se poser, passer du temps auprès des patients et absorber un petit peu toute cette difficulté de prise en charge à domicile, pour nous, c'est une ressource nécessaire et indispensable parce que certes, nos infirmières d'évaluation passent facilement 1 heure, 1 heure et demie au chevet, mais quelquefois, ça nécessite encore un petit peu plus de temps, en tout cas, une mécanique un peu différente. Des difficultés de communication, ce qui n'est pas spécifique à nos structures, bien évidemment, mais c'est pas toujours évident de communiquer, on n'a pas toujours le temps de s'appeler, on n'a pas toujours le temps de déterminer les outils qu'on met en place, et puis quelquefois on dit une chose et on comprend autrement. Donc ça peut être quelquefois une difficulté, en tout cas au sein de notre partenariat. Et puis, la méconnaissance des fonctionnements internes de chaque structure, ça, c'est ce que je vous disais. Alors, on se connaît bien maintenant, mais c'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on a eu des prises en charge associées, en particulier avec Colmar. Bon, on se connaît bien, nous, mais il est vrai que si on ne se parle pas, si on ne communique pas, on peut aller vers certains écueils. Donc, il est important, en tout cas, d'avoir le téléphone facile, de communiquer et puis de bien apporter, en tout cas, des éléments, en tout cas, d'information pour qu'on puisse bien être complémentaires. Je complète juste un tout petit peu sur les difficultés de communication. Il y a non seulement la difficulté d'échange autour des situations, il y a aussi la difficulté de traçabilité des interventions des uns et des autres.
C'est pas facile d'aller tracer quelque chose dans le dossier de l'HAD ou que l'HAD a fait quelque chose et puis que ce soit retranscrit comme ça a été pensé dans le dossier de l'équipe mobile, sachant que là, ça concerne que les deux structures et que cette communication-là, elle ne touche pas encore les autres intervenants du domicile. Donc ça, c'est extrêmement compliqué à mettre en place de faire balader comme ça l'information pour qu'elle soit pertinente et comprise de la même façon par tout le monde. C'est extrêmement complexe. Du côté de l'équipe mobile, les difficultés qui peuvent apparaître, la principale, je dirais, c'est le non-respect de la non-prescription. L'équipe mobile de soins palliatifs a comme particularité de ne pas prescrire. C'est le médecin traitant à domicile qui reste le médecin prescripteur, le médecin de l'HAD en cas d'absence ou d'indisponibilité. On n'a pas vocation à se substituer aux prescriptions du médecin traitant ou du médecin de l'HAD. On va faire des propositions thérapeutiques. La plupart du temps, elles sont suivies, mais c'est pas notre rôle de prescrire. C'est pas notre rôle, d'autant plus que le parcours de délivrance du médicament en HAD est assez compliqué. Il peut y avoir des ratés, le pharmacien qui est pas au courant, on va chercher une ordonnance à un endroit, il y a des médicaments qu'il faut chercher à la pharmacie hospitalière, d'autres à la pharmacie de ville, enfin, c'est un truc assez complexe. On ne souhaite pas, c'est pas nos missions d'intervenir là-dedans. Bien sûr, s'il y a une urgence et puis qu'on est là et qu'il faut prescrire quelque chose parce que plus personne n'est disponible, on va le faire, mais il faut que ça reste quelque chose de tout à fait exceptionnel. On a un gros travail d'adaptation aux conditions du domicile et aux habitudes de travail des professionnels. Donc, chaque médecin généraliste a sa façon de travailler, chaque infirmière ou groupe d'infirmières libérales a sa façon de travailler. Il faut qu'on puisse s'adapter à ces façons de travailler pour pouvoir être au plus juste pour les professionnels du domicile et pour les patients. Troisième difficulté, Laurent l'a déjà bien évoqué, c'est la zone de chevauchement des compétences entre les équipes mobiles et l'HAD. Il y a souvent des médecins d'HAD qui ont des compétences, ont développé des compétences en soins palliatifs, et à ce moment-là, c'est encore plus difficile de savoir qui fait quoi pour le patient ou pour le médecin généraliste. C'est pour ça que, à notre sens, c'est extrêmement important qu'au début de la prise en charge commune, quand elle a lieu, le rôle de chacun soit extrêmement clair. Et c'est pour ça qu'une des pistes, c'est que les évaluations initiales, ou rapidement, une fois que les deux structures sont en place, qu'il y ait une évaluation commune et que, d'une part, les patients et leur entourage puissent entendre un discours unique des deux structures et que, dans l'autre sens, les difficultés puissent être entendues en même temps et discutées en même temps par les deux structures avec les patients. Idéalement, il faudrait que le médecin généraliste et qu'une infirmière libérale soient là à ce moment-là pour pouvoir partager, échanger et définir une orientation de prise en charge commune en clarifiant bien le rôle de chacun. C'est pas facile à mettre en œuvre. Il faut arriver à faire concorder les agendas de chacun. C'est un défi. Il faut quand même beaucoup de bonne volonté de tout le monde pour que ça puisse réussir. Mais en même temps, quand on y arrive, il y a clairement un bénéfice dans la prise en charge du patient. Dernier point de difficulté pour l'équipe mobile, c'est si toutefois il y a une discordance d'approche de la situation avec les autres intervenants, avec le médecin traitant, avec les infirmières libérales, avec l'HAD, il peut se créer des espèces
de clans comme ça. L'infirmière libérale pense comme l'équipe mobile, le médecin traitant pense comme l'HAD, on n'est pas au courant. Enfin, vous pouvez faire varier les alliances comme ça. C'est compliqué, ça risque de créer un conflit. Celui qui va en pâtir, ou ceux qui vont en pâtir, ce sont le patient et les proches. Il faut éviter que ça arrive et c'est nécessaire pour ça de pouvoir échanger. On en revient à la problématique de la diffusion des informations. S'il manque des informations à une équipe, ben, elle ne va pas forcément avoir le même point de vue. Il faut pouvoir arriver à échanger. C'est des situations qui sont de plus en plus longues, de plus en plus complexes. Ça demande énormément de temps, de coordination et d'échange d'informations. Alors, on a essayé de se projeter dans les difficultés pour les soignants du domicile. La première qui nous est apparue, c'est en cas de problème, qui on appelle? Est-ce qu'on appelle l'HAD? Est-ce qu'on appelle l'équipe mobile, sachant que l'une et l'autre structure peuvent se solliciter mutuellement? C'est un problème. Alors, est-ce qu'on appelle l'un ou l'autre parce qu'on connaît mieux l'un ou l'autre? Oui, mais est-ce que c'est pertinent d'un point de vue de la prise en charge? Ça veut dire que derrière, il faut que les informations circulent, encore une fois. Et ça demande encore, là encore, beaucoup de temps d'échange. Une fois que les structures sont en place, pareil, à qui on s'adresse? À l'équipe mobile, à l'HAD. À l'HAD, ils sont venus en deuxième. L'équipe mobile, on les avait rencontrés, on était déjà à l'hôpital. Qui est-ce qu'on appelle en premier? Le médecin traitant, qu'on connaît depuis 25 ans. Oui, mais là, depuis que j'ai mon cancer, ben, je l'ai moins revu et j'étais plus en oncologie. Et mes oncologues, maintenant que les traitements sont arrêtés, ben, je ne le vois pratiquement plus. Qui prend le relais? Qui fait quoi? On essaye, nous, à chaque fois, de remettre le médecin traitant au centre du dispositif. C'est pas forcément évident pour le médecin traitant aussi, qui peut avoir peut-être l'impression d'avoir été un peu dépossédé de son patient pendant tout un temps, puis on dit bah, maintenant que c'est terminé, débrouillez-vous. C'est pas simple du tout. Hein. Bon, la transmission des informations, je pense que ça, vous avez compris que c'est quand même un point de difficulté très aigu. Sans qu'il y ait de perte qualitative des informations, c'est très difficile. Je n'ai pas encore connaissance d'outils qui permettraient de contourner cette difficulté. Il y a le problème de la présence médicale la nuit et le week-end. Alors, les équipes mobiles ne sont pas tenues d'avoir une astreinte téléphonique la nuit et le week-end. En Alsace, on a la chance d'avoir notre réseau de soins palliatifs qui organise une astreinte médicale téléphonique régionale pour des patients qui sont inclus dans cette astreinte, mais c'est une présence téléphonique. Ça ne permet pas une évaluation médicale la nuit. Et pour le médecin de l'HAD, c'est la même chose. Il y a l'infirmière de l'HAD qui va se déplacer si nécessaire, mais si un médecin doit se déplacer, ce sera le médecin de garde. Il y a quand même des endroits où il n'y a plus de médecin de garde, ou alors le SMUR. Je ne vous fais pas un tableau de l'état des urgences et des SMUR ces derniers mois, c'est quand même assez difficile. Les infirmières, ben oui, alors effectivement, mesdames les infirmières, si vous êtes là, vous êtes présentes la nuit et le week-end si nécessaire, en tout cas le week-end ou en journée, ça c'est certain. La nuit, c'est pareil, ça dépend des groupes d'infirmières et des infirmières qui acceptent, d'autre part. Il faut qu'on puisse s'adapter et puis construire quelque chose avec chaque spécificité de travail des intervenants. Comment faire alors pour essayer de ne pas tomber dans tous les pièges qu'on vous a décrits? Il y a les réunions de suivi. Hein, cet après-midi, on a notre réunion de suivi bimensuelle avec l'HAD de Colmar. À quelle fréquence faut le faire? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on discute là-dedans? Est-ce qu'il faut faire intervenir aussi si nécessaire, des professionnels du domicile dans ces réunions de suivi? Il y a peut-être des points qu'il faudrait discuter
de façon plus importante avec eux, qui, après ces réunions, rappelle les intervenants du domicile. Oui, c'est pas simple. Est-ce qu'on doit faire des visites à domicile en commun? Ça, je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de bénéfices dans la prise en charge, hein. Et puis, il faut qu'on arrive à s'entendre pour que les ressources internes à chaque structure qu'on a puissent être mises au bénéfice des soignants, du patient et de son entourage, hein. Il y a le problème des psychologues, dont Laurent a parlé tout à l'heure. En conclusion, il y a des missions qui sont communes aux deux structures, avec un risque de doublon. Donc ça nécessite à la fois de bien connaître les collègues dans chaque structure, les intervenants du domicile également, d'avoir des connaissances quand même sur le fonctionnement interne de chaque structure. Étant entendu, Laurent vous en a parlé au début du diaporama, qu'il n'y a pas deux HAD qui fonctionnent pareil et qu'il n'y a pas deux équipes mobiles qui fonctionnent de la même façon. Donc, pour les intervenants du domicile, s'ils sont à cheval sur deux territoires d'intervention d'HAD ou d'équipe mobile, c'est compliqué. Il faut quand même savoir comment fonctionne chaque structure à chaque fois. Donc, quand il y a deux équipes mobiles comme à Mulhouse, il faut savoir comment fonctionne l'équipe mobile de soins palliatifs gériatriques, comment fonctionne l'autre équipe mobile de soins palliatifs. Ça nécessite quand même beaucoup de finesse d'analyse. La réunion de coordination initiale me semble indispensable pour toutes les situations palliatives complexes, et il y en a de plus en plus, et la complexité croît avec les progrès de la science médicale et des traitements qu'on peut donner aux patients. Et puis, au final, il faut quand même que chaque structure puisse s'assurer que les objectifs de soins de chaque structure aient bien été comprises par les patients, leur entourage et les intervenants. Pas qu'il y ait de quiproquo, hein, pas qu'on me dise mais je pensais que c'était à l'HAD de faire ça, je pensais que c'était à l'équipe mobile de faire ça, je pensais que c'était la psychologue de telle structure qui devait intervenir, etc., etc. Donc, bien clarifier les rôles et les missions de chacun. Voilà, on a terminé. Je ne sais pas s'il y a des questions. Marie? En attendant, je voulais juste rajouter, c'est vrai qu'il y a cette problématique de temporalité, hein. On n'est pas du tout sur les mêmes récurrences de prise en charge, en tout cas de passage à domicile. Et ce qui peut faire défaut dans ces difficultés, c'est que nous, on est dans le quotidien, et en tout cas dans le faire, dans le soin, etc. Et on perd un peu cette dimension peut-être d'analyse, de supervision globale, même si c'est notre cœur de métier. Mais du fait de cette temporalité active quotidienne, on a quelquefois de grandes difficultés à faire de la synthèse et à prendre du recul. Et ça, c'est tout le bénéfice aussi des équipes mobiles de soins palliatifs. On n'a qu'à voir comment moi je parle et comment Olivier parle. Et on comprend tout de suite que moi, je suis plus active, et on sent une certaine pondération, en tout cas, quelque chose de beaucoup plus… oui, beaucoup plus rétrospectif, ou en tout cas d'intégrer auprès des équipes mobiles. Et ça, c'est vraiment un réel soutien. Alors moi j'ai une petite question. J'ai été quand même interpellée quand vous parliez de continuité des soins des équipes paramédicales libérales au domicile des patients. Comment est-ce que ça fonctionne du coup dans votre secteur, dans le Haut-Rhin? Est-ce que vous avez quand même des professionnels de santé libéraux qui assurent des sorties la nuit et des astreintes la nuit, ou est-ce que du coup toutes les… Alors, la continuité des soins, elle est obligatoire. En tout cas, c'est une nécessité dans le cadre de l'HAD, et c'est à elle de la construire. D'accord. Nous, on ne fait pas mieux qu'ailleurs. C'est nos professionnels qui assurent la continuité des soins. Maintenant, on a des professionnels libéraux qui assurent l'astreinte, principalement l'astreinte matérielle, en particulier des pompes, surveillance des pompes, et qui acceptent de se déplacer la nuit pour aller changer une tubulure ou répondre à une alarme pompe. Mais c'est très, très ponctuel. Mais en tout cas, la continuité des soins, vous pouvez considérer que c'est l'HAD qui l'assure par son personnel. Ok. Oui, donc, encore une fois, nous,
On constate les choses, hein, on n'est pas dans la construction de la continuité des soins. On constate que c'est quand même variable d'une équipe infirmière à l'autre pour tout un tas de raisons, hein, que je juge pas, hein, du tout, mais c'est extrêmement variable d'un endroit à l'autre. Et paradoxalement, c'est peut-être plus difficile en ville qu'à la campagne. Je suis d'accord. Après, c'est une problématique qui va à mon sens, qui va se reposer là, hein, parce qu'on a quand même, on est amené à prendre en charge de plus en plus de patients lourds au domicile, et peut-être qu'il va falloir alors c'est l'infirmière libérale là qui parle, mais qu'il va falloir qu'on revoie notre façon justement d'assurer cette continuité des soins, à mon avis. Surtout que Laurent le disait très justement, c'est quelque chose qui est attendu par les patients. Quand il y a l'HAD qui se met en place, c'est l'astreinte infirmière et quelqu'un qu'on peut joindre la nuit et le week-end en dehors des heures d'ouverture standard des cabinets. Ça, c'est extrêmement rassurant. Il y a Jean-Michel qui demande quel médecin se déplace à domicile la nuit. Les médecins d'astreinte. Quel médecin? Jean-Michel, c'est le médecin de garde quand il y a une garde de secteur qui existe toujours, soit jusqu'à minuit, soit toute la nuit, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait encore des secteurs où il y a des médecins de garde toute la nuit, peut-être dans des vallées, des fonds de vallée. Sinon, c'est le SMUR. Après, Jean-Michel a raison. Nous, par exemple, sur SOS Médecins Présents, on a depuis quelque temps systématiquement une réponse tardive de leur action, c'est-à-dire qu'ils nous donnent des délais de 4 ou 5 heures. Souvent même, ils disent qu'ils sont plus en capacité d'intervenir parce qu'ils sont trop sollicités. Et on a eu une période où on avait conventionné avec SOS Médecins sur le fait qu'un appel de l'HAD faisait supposer que, étant donné que les patients sont compliqués et instables, on avait entre guillemets une priorité. On l'a plus parce que ça s'est un petit peu perdu, et étant donné que nous on fait l'astreinte médicale téléphonique, on n'a plus nécessité en tout cas d'une collaboration avec SOS Médecins comme on l'avait construite avant. Mais c'est un vrai problème. Les médecins traitants se déplacent de moins en moins. Il y en a quasiment même qui acceptent une prise en charge en hospitalisation à domicile en disant d'emblée qu'ils n'iront jamais à domicile. Donc, c'est un vrai problème. Voilà. On a encore le problème ce matin. Ouais. De l'autre côté, dans les campagnes, il y a des médecins qui donnent leur numéro de téléphone aux patients. En urbain aussi. Hein. On a des médecins, mais on sont disponibles H24. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a le tout ou rien. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des soignants investis, et puis d'autres, c'est pas qu'ils sont pas investis, c'est qu'ils sont quelquefois surinvestis et du coup en grande difficulté. Mais c'est vrai que ça devient compliqué. Et ça peut pas être un motif de changement enfin, je sais pas, est-ce que le médecin généraliste, qui est quand même un des pivots d'une prise en charge en hospitalisation à domicile, n'a pas une obligation de se déplacer à domicile? Ça, je ne pense pas qu'il ait l'obligation. Il a l'obligation d'assurer la sécurité du patient et s'il est en danger, d'assurer sa sécurité. Maintenant, s'il doit se déplacer, qu'il n'a pas identifié qu'il y avait un danger, on ne peut pas lui reprocher de ne pas être à la domicile. Mais normalement, il doit se déplacer, sauf que voilà, s'il dit qu'il ne peut pas matériellement aller faire une visite. Nous, notre problème, c'est que par convention, le médecin signe une convention dans laquelle il est dit qu'il va voir le patient au moins une fois par semaine à domicile. Après, on ne peut pas le contraindre parce que sinon, il nous dit non, on n'a plus de médecin traitant. Donc, la situation, elle en est là. Alors, il y a d'autres questions de Jean-Michel. L'induction de la sédation terminale implique la présence d'un médecin. Moi, je dirais que ça dépend dans quel contexte. Si c'est quelque chose qui a été anticipé ou pas. Et la nuit, du coup, ça dépend, encore une fois, ce qui a été anticipé ou pas. C'est-à-dire si ça a été cadré dans tel contexte en l'absence de réponse à tel traitement, on pratiquera une sédation pour détresse, etc. etc. Il me semble que, tu me dis si je me trompe, Laurent, mais que l'infirmière de l'HAD peut pratiquer la sédation sous couvert
de l'astreinte médicale de l'HAD. Si ce n'est pas anticipé et qu'il manque une évaluation médicale, à mon avis, on ne peut pas le faire. Alors, il faut en tout cas bien distinguer la sédation pour symptômes réfractaires de la sédation profonde et continue. Déjà, on dissocie ça. Donc, dans la question de Jean-Michel, je pense qu'on part sur la sédation pour symptômes réfractaires. Nous, on a un protocole bien identifié qui est construit. Soit on est la journée, on peut se déplacer, on vient accompagner l'infirmière et puis on traite. Mais si on est sur un symptôme réfractaire qui nécessite d'intervenir, que l'infirmière est à domicile et qu'elle doit intervenir dans la demi-heure pour soulager le patient, on ne va pas venir encore une demi-heure de plus se déplacer pour valider les choses. Donc, on a tout un questionnaire, on a toute une procédure et elle peut activer par téléphone. En tout cas, on active les choses. Elles sont formées pour et elles ne sont pas contraintes. C'est-à-dire qu'il y a des infirmières qui ont dit d'emblée qu'elles ne feraient pas de sédation. Donc, on sait, on n'y contraint pas. Maintenant, nous, dans notre filière, par exemple, la filière soins palliatifs, il est clair qu'elles sont toutes d'accord à faire de la sédation pour symptômes réfractaires, voire de la sédation profonde et continue. Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un protocole et il est certain qu'on les laisse quelquefois seuls faire une sédation pour symptômes réfractaires. Mais moi, je fais des retours un petit peu d'expérience, surtout dans ces situations, et jamais elles me disent je trouve trop difficile de faire ça toute seule. Elles sont tellement contentes de pouvoir soulager le patient. Après, on débriefe, mais de pouvoir avoir ce luxe de soulager le patient parce qu'il est en détresse, parce qu'on est vraiment dans une réelle détresse, et du coup, de pouvoir apporter un bénéfice. Maintenant, il faut être très présent sur le plan médical, mais même téléphoniquement. Mais moi, j'ai eu toutes les situations. Je me suis déjà déplacée parce que je sentais que l'infirmière n'était pas du tout apte à pouvoir le faire tout seul. Ça, c'est aussi du rôle du médecin de pouvoir aussi identifier ces situations où on est un petit peu limite. Mais globalement, j'ai été confronté à 2 ou 3 situations vraiment extrêmes, en particulier des cancers du poumon, où là, on est en détresse respiratoire et il faut agir tout de suite. Mais sinon, on a toujours un petit peu de latence et le temps de voir un petit peu les choses. Voilà. Pour la prescription anticipée de PCA de morphine, pareil, je pense que si c'est anticipé et que c'est discuté et que chacun sait ce qu'il doit faire quand c'est le moment, ça peut se mettre en place facilement avec l'HAD. Je pense que c'est vraiment important de relever ce que vous venez de dire, c'est que voilà, c'est la liberté de choix de chaque soignante d'accepter ou non de pratiquer ce genre d'acte. Elle est fondamentale et c'est parce que vous arrivez à obtenir ce consensus-là que ça peut fonctionner à domicile sans la présence obligatoire d'un médecin. Oui. Mais il est certain qu'on donne aussi une garantie. Il y a quelque temps, l'astreinte médicale n'existait pas. Bon, moi, j'étais d'astreinte parce que je l'avais décidé, mais c'était pas quelque chose, en tout cas, d'entendu sur le plan réglementaire. C'était encore très, très nébuleux. Mais c'est certain qu'on peut pas non plus demander aux soignants d'être aussi investis à domicile, souvent seuls, sans leur donner la garantie d'être présents. C'est pas possible. Alors, je vais vous proposer de clôturer. Merci pour cette intervention et ces échanges très intéressants et très fructueux. Voilà, écoutez, vous clôturez du coup notre série de webinaires avant l'été. On sera ravis de vous revoir tous au mois de septembre. Et, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Merci. Merci beaucoup. Marie. Au revoir. Au revoir.